Ne viens pas, tu nous fais honte, ne me rappelle plus. Ces mots-là, je les ai lus sur l'écran de mon téléphone un 23 décembre au soir. Mon fils, mon Théris, celui que j'avais porté, nourri, aimé pendant 38 ans. Je me souviens de mes mains qui tremblaient, du froid qui est entré dans ma poitrine, du silence de cette maison, soudainement trop grande. J'ai relu le message 10 fois, puis 20, comme si les mots allaient changer. Ils n'ont pas changé. Le lendemain, c'était Noël. J'ai mis la table pour une personne. J'ai allumé une bougie. J'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai pleuré dans mon assiette de dinde froide. Puis j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire une lettre. Une lettre que je n'avais jamais eu le courage d'écrire. Une lettre où j'ai mis chaque humiliation, chaque silence, chaque larme que j'avais avalée pour garder la paix. Je ne savais pas encore que cette lettre changerait tout. Je m'appelle Théomira Rochebonne. J'ai 63 ans. Et voici ce qui s'est passé quand mon fils m'a rejeté, puis est revenu frapper à ma porte 2 mois plus tard. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Avant de vous raconter comment tout s'est brisé, laissez-moi vous parler de l'époque où j'étais encore une mère aimée. Théris est né un matin de mai 1986. Il pleuvait sur Lyon ce jour-là, mais pour moi, le soleil entrait dans la chambre d'hôpital. Mon mari, Roland, tenait ma main. Quand l'infirmière a posé ce petit être contre ma poitrine, j'ai su que ma vie venait de trouver son sens. Roland est mort quand Théris avait 12 ans. Cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Je me souviens d'avoir promis à Roland, la veille de sa mort, que je prendrais soin de notre fils, qu'il ne manquerait de rien. « Fais-en un homme bien, Théomira », m'avait-il murmuré. J'ai tenu cette promesse comme on tient un serment sacré. Pendant des années, c'était nous deux contre le monde, Théris et moi. Je travaillais comme comptable dans un cabinet d'expertise. Le soir, je rentrais et je le trouvais penché sur ses devoirs, avec ce froncement de sourcils qu'il tenait de son père. On dînait ensemble tous les soirs, toujours, à 19h précises. Je cuisinais ses plats préférés, gratin dauphinois, poulet rôti au thym, tarte aux pommes encore tiède. Le dimanche, on allait au marché de la Croix-Rousse. Il portait les sacs. On s'arrêtait toujours chez le même fleuriste, et je choisissais des pivoines pour le vase du salon. « Maman, tu mets toujours les mêmes fleurs », disait-il en riant. « C'est parce que les pivoines ne mentent jamais, mon chéri. Elles fleurissent, elles fanent, mais elles reviennent toujours, comme l'amour d'une mère. » Il levait les yeux au ciel, mais il souriait. Théris a fait ses études d'ingénieur à l'INSA. J'étais si fière. Chaque mois, je lui envoyais un colis, biscuits maison, pull tricoté, argent glissé dans une enveloppe avec un mot doux. Quand il a obtenu son diplôme, j'étais au premier rang. J'ai applaudi si fort que mes mains me faisaient mal. Il est venu m'embrasser après la cérémonie, en toge noire, avec ce sourire timide qu'il avait enfant. « Merci, maman. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. » Ces mots-là, je les ai gardés dans mon cœur comme on garde une photographie précieuse. Il a trouvé un poste chez Michelin, à Clermont-Ferrand, 170 km de Lyon. Ce n'était pas si loin. Il revenait un week-end sur 2, parfois 3. Je préparais sa chambre, draps propres qui sentèrent la lavande. Ses livres d'enfance encore sur l'étagère. La petite voiture rouge qu'il faisait rouler sur le parquet quand il avait 5 ans. On regardait des films ensemble, le samedi soir. Il s'endormait souvent sur le canapé, la tête penchée sur le côté, comme autrefois. Je le regardais dormir, et je me disais que tant qu'il revenait, tout allait bien. Puis, un jour, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. C'était un dimanche après-midi. On buvait du thé dans le salon. La lumière traversait les rideaux en dentelle. Elle s'appelle Maëlys. Elle travaille dans la communication. On s'est rencontrés à une conférence. J'ai souri. J'ai dit que j'étais heureuse pour lui. Et c'était vrai. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Maëlys n'aimait pas les mères qui prennent trop de place. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la distance entre Lyon et Clermont-Ferrand allait devenir un gouffre. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un jour, mon fils me dirait de ne plus l'appeler. Mais à ce moment-là, assise dans mon salon avec mon thé qui refroidissait, je croyais encore que l'amour d'une mère était indestructible. Je croyais encore aux pivoines qui reviennent toujours. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire.
La première fois que j'ai rencontré Maëlys, c'était un samedi d'octobre. Thérèse me l'avait annoncé 3 jours avant, au téléphone. « Maman, je viens ce week-end. Avec Maëlys. Elle veut te connaître. » J'ai passé la semaine à préparer la maison. J'ai changé les rideaux du salon, acheté des fleurs fraîches, fait mon meilleur coq au vin, celui que Thérèse adorait depuis l'enfance. J'ai même sorti la nappe brodée que ma mère m'avait offerte pour mon mariage, celle qu'on ne sort que pour les grandes occasions. Parce que c'était une grande occasion, n'est-ce pas? Mon fils amenait la femme qu'il aimait. Ils sont arrivés vers 15 heures. J'ai ouvert la porte avec un sourire. Thérèse m'a embrassé sur les 2 joues, comme d'habitude. Puis il s'est tourné vers elle. « Maman, je te présente Maëlys. » Elle était grande, mince, des cheveux blonds coupés au carré, très nets, un tailleur gris perle, des talons hauts qui claquaient sur le parquet. Elle m'a tendu une main froide. « Enchantée, Madame Rochebonne. » Madame Rochebonne. Pas Théomira, pas même la maman de Thérèse. Madame Rochebonne. J'ai souri quand même. J'ai serré sa main. J'ai dit que j'étais heureuse de la rencontrer. On s'est installé au salon. J'avais préparé du thé et des madeleines maison. Maëlys a pris une tasse, mais n'a pas touché au gâteau. « Je ne mange pas de sucre raffiné », a-t-elle dit avec un petit sourire poli. Thérèse a ri, un peu gênée. Maëlys fait très attention à sa ligne, maman. Elle court 10 kilomètres tous les matins. Il la regardait comme on regarde une œuvre d'art, avec admiration, avec fierté. Moi, j'ai rangé l'assiette de madeleine. Je me suis sentie vieille, soudainement, avec mes gâteaux au sucre raffiné et mes rideaux en dentelle. Pendant le déjeuner, j'ai servi le coq au vin. L'odeur remplissait la salle à manger. Thérèse a fermé les yeux en respirant. « Ah, ça sent l'enfance, ça !» Mais Maëlys a regardé le plat avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Quelque chose entre la politesse et le dégoût. « C'est généreux », a-t-elle dit. Généreux. Pas délicieux. Pas appétissant. Généreux. Elle a pris 2 bouchées. Puis elle a posé sa fourchette. C'est délicieux, vraiment. Mais je suis déjà rassasiée. Thérèse a mangé pour 2. Il a complimenté chaque plat. Mais je voyais bien qu'il regardait Maëlys du coin de l'œil. Comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Qu'elle n'était pas mal à l'aise. C'était la première fois que je le voyais faire ça. S'inquiéter du regard de quelqu'un d'autre avant du mien. Après le repas, on est passé au salon. J'ai sorti les albums photos. Thérèse enfant, à la plage. Thérèse à son premier jour d'école. Thérèse avec son père, quelques mois avant la maladie. « Oh, Thérèse, tu étais adorable », ai-je dit en riant. Maëlys a jeté un œil rapide sur les photos. Puis elle a regardé sa montre. « Chérie, on devrait peut-être y aller. On a cette soirée chez Julien ce soir, tu te souviens? Une soirée, à Clermont-Ferrand, à 170 km d'ici. » Thérèse a hoché la tête. « Ah oui, c'est vrai. Désolée, maman. On doit y aller. » Ils étaient arrivés à 15 heures. Il était 18 heures. 3 heures. C'est tout ce que mon fils m'avait donné. Je les ai raccompagnés à la porte. Thérèse m'a embrassé rapidement. Maëlys a fait un petit signe de la main. « Merci pour ce déjeuner, Madame Rochebonne. C'était rustique, rustique. » J'ai souri. J'ai dit « De rien ». J'ai refermé la porte, puis je suis retournée dans la salle à manger. La nappe brodée de ma mère, les assiettes à moitié pleines, les madeleines intactes. J'ai commencé à débarrasser. Et c'est là que j'ai vu, posée sur la table basse du salon, une petite carte de visite. Maëlys Dufresne, consultante en images de marque. Au dos, elle avait écrit quelque chose à la main, probablement pour Thérèse. « N'oublie pas, on construit notre avenir, pas notre passé. » J'ai relu cette phrase 3 fois, puis je l'ai glissée dans le tiroir de la console, sous les vieilles factures. Je ne savais pas encore que cette phrase allait devenir une prophétie. Les semaines ont passé. Thérèse appelait moins souvent, 1 fois par semaine, puis 1 fois toutes les 2 semaines. Quand je lui demandais comment allait Maëlys, il répondait toujours la même chose. « Elle va bien, elle t'embrasse. » Mais elle ne m'embrassait jamais vraiment. Et lentement, sans que je m'en rende compte, la distance entre Lyon et Clermont-Ferrand s'est mise à grandir. Pas en kilomètres, en silence. Ils se sont mariés au printemps suivant. Un mariage en petit comité, à Clermont-Ferrand, dans une salle élégante avec vue sur les volcans d'Auvergne. J'ai reçu l'invitation par la poste. Un carton crème, sobre, avec leurs 2 noms gravés en lettres dorées. Maëlys Dufresne et Thérèse Rochebonne ont le plaisir de vous inviter à leur union. Au dos, une note manuscrite de Thérèse. « Maman, ce sera un mariage intime. Juste la famille proche et quelques amis. On espère que tu comprendras. » Comprendre quoi?
que mon fils unique se mariait et que j'étais priée de rester discrète, mais j'ai souri quand même. J'ai envoyé un mot de félicitations. J'ai acheté une robe bleu marine, élégante, mais pas trop voyante. Je ne voulais pas faire d'ombre à la mariée. Le jour du mariage, je suis arrivée 1 heure avant la cérémonie. La salle était décorée de roses blanches et de bougies. Tout était parfait. Glacial. Parfait. Maëlys portait une robe fourreau ivoire, très moderne, très épurée. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Elle ressemblait à une statue de porcelaine. Quand je me suis approchée pour la féliciter, elle m'a embrassée sur les joues. 2 bises rapides, sans chaleur. Théomira, quelle joie de vous avoir parmi nous. Parmi nous. Comme si j'étais une invitée quelconque. Théris est arrivé juste après. Il portait un costume gris anthracite. Il était beau. Tellement beau que j'ai eu les larmes aux yeux. Il m'a embrassée. Merci d'être là, maman. Où veux-tu que je sois, mon chéri? Il a souri, mais il n'a pas répondu. Pendant la cérémonie, j'étais assise au 3e rang, pas au 1er. Le 1er rang était réservé aux parents de Maëlys. Son père, notaire à Vichy. Sa mère, décoratrice d'intérieur. Des gens élégants, sûrs d'eux, qui souriaient avec cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. La mère de Maëlys portait un tailleur Chanel. Elle a échangé quelques mots avec moi après la cérémonie. Vous devez être fiers de Théris. Maëlys nous dit qu'il a un brillant avenir chez Michelin. Je suis très fière de lui. Je l'ai toujours été. Elle a hoché la tête avec un sourire poli. Puis, elle s'est éloignée pour saluer d'autres invités. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas dans le bon monde. Pas assez élégante, pas assez moderne, pas assez Dufresne. Pendant le repas, j'étais placée à une table au fond de la salle, avec des cousins éloignés de Maëlys que je ne connaissais pas. Théris et Maëlys étaient à la table d'honneur, entourés de leurs amis. Ils riaient, ils trinquaient, ils avaient l'air heureux. Je les regardais de loin, et je me disais que peut-être c'était mieux comme ça. Peut-être que je devais accepter de devenir une ombre dans la vie de mon fils, pour qu'il puisse être heureux, pour qu'il puisse briller sans que je le retienne. Vers 22 heures, Théris est venu me voir. Il avait bu quelques coupes de champagne. Ses joues étaient roses. « Maman, tu t'amuses bien ?»« Oui, mon chéri, c'est une très belle fête. » Il s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main. « Je sais que tu aurais aimé que ce soit différent. Plus familial. Mais Maëlys voulait quelque chose de moderne. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'ai serré sa main. « Bien sûr que je comprends. Du moment que tu es heureux. » Il a souri. Il m'a embrassé sur le front. « Merci, maman. Merci d'être toujours là. » Puis il est reparti vers sa table, vers sa femme, vers sa nouvelle vie. Et moi, je suis restée assise là, avec ma robe bleue marine et mon sourire figé. Les mois ont passé. Théris s'appelait de temps en temps, toujours rapidement, toujours entre 2 rendez-vous. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Oui, oui. On est très occupés. Maëlys a beaucoup de projets, moi aussi. On te rappelle bientôt. » Bientôt. C'est un mot qui peut durer des semaines. Un dimanche, j'ai tenté de l'inviter à déjeuner. Comme avant. « Théris, ça fait longtemps. Tu pourrais venir ce week-end. Je ferai ton gratin dauphinois. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Maman, on a beaucoup de choses en ce moment. Maëlys organise un dîner important samedi. Et dimanche, on va chez ses parents. »« Ah, d'accord. Une autre fois alors. »« Oui, une autre fois. Promis. » J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Une autre fois. Puis, un jour de janvier, Théris m'a annoncé que Maëlys était enceinte. J'étais au téléphone avec lui. J'ai crié de joie. « Oh, mon chéri, c'est merveilleux, je vais être grand-mère. » Il riait. « Oui, maman, tu vas être grand-mère. On est très heureux. Quand est-ce que je peux venir? Je veux vous voir. Je veux... » Maman. Sa voix avait changé. Plus sèche, plus distante. Maëlys a besoin de calme en ce moment. Le médecin lui a dit de ne pas se stresser. On préfère rester tranquille pour l'instant. On t'appellera quand ce sera le bon moment. Le bon moment. D'accord, je comprends. Prends soin d'elle. Promis. À bientôt, maman. À bientôt. Je n'ai pas été invitée à l'échographie, ni à l'annonce du sexe du bébé. J'ai tout appris par message. Des messages courts, factuels. C'est une fille. Tout va bien. On a choisi le prénom Léonie. Léonie, ma petite fille, que je n'avais pas encore vue, pas même en photo. Quand j'ai demandé s'il pouvait m'envoyer une image de l'échographie, Théris a répondu « Maëlys n'aime pas partager ça sur les réseaux ou par message.
C'est intime. Intime. Même pour moi. Même pour la grand-mère. Léonie est née un matin de septembre. 3 kilos de sang. Thérisse m'a appelé depuis l'hôpital. Maman, elle est là. Elle est magnifique. J'ai pleuré au téléphone. Je veux venir. Je veux la voir. Pas tout de suite, maman. Maëlys est épuisée. Et on a beaucoup de monde à l'hôpital. Ses parents, sa sœur. Ça fait beaucoup de visites. On t'appellera dans quelques jours. Quelques jours sont devenus 2 semaines. Puis 3. Finalement, Thérisse m'a invité un dimanche après-midi. 1 heure. Juste 1 heure. Quand je suis arrivée chez eux, à Clermont-Ferrand, Maëlys m'a ouvert la porte avec Léonie dans les bras. « Bonjour Théomira, entrez. » Elle portait un chemisier blanc impeccable. Pas une tache, pas un cheveu de travers. Comme si elle n'avait pas accouché 3 semaines plus tôt. J'ai regardé le bébé. Ma petite fille. Elle avait les yeux fermés. Un petit nez parfait. Des cheveux bruns, comme ceux de Thérisse. Elle est magnifique, ai-je murmuré. Oui, elle dort beaucoup. C'est un bébé très sage. Maëlys ne m'a pas proposé de la prendre dans mes bras. On est resté debout dans l'entrée. Thérisse est arrivée de la cuisine avec du café. « Maman, viens, installe-toi. » On s'est assis au salon. J'ai bu mon café en regardant Léonie, endormie contre sa mère. « Je peux la prendre ?» ai-je finalement demandé. Maëlys a hésité. Elle vient de s'endormir. Si on la déplace, elle va se réveiller. Et après, elle pleure pendant des heures. Je serai très douce. Maëlys a regardé Thérisse. Il a hoché la tête. Elle m'a tendu Léonie. Comme on tend un objet fragile à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. J'ai pris ma petite fille dans mes bras. Elle était chaude, légère, parfaite. J'ai senti les larmes monter. « Bonjour ma chérie, je suis ta grand-mère. » Léonie a ouvert les yeux. Des yeux bleus, immenses. Elle m'a regardée. Et j'ai su à cet instant que je l'aimerais pour toujours. Puis, elle s'est mise à pleurer. Maëlys s'est levée immédiatement. Je vous l'avais dit, elle n'aime pas être déplacée. Donnez-la-moi. Elle a repris Léonie. Le bébé s'est calmé instantanément. Maëlys m'a souri. Elle est très sensible. Il faut respecter son rythme. Son rythme. Pas le mien. Je suis restée encore 30 minutes. Puis Maëlys a regardé l'heure. Théomira, je suis désolée, mais Léonie a besoin de sa sieste. Et moi aussi, franchement. Thérisse m'a raccompagnée à la porte. Merci d'être venue, maman. C'est normal, mon chéri. C'est ma petite fille. Il a hoché la tête. Mais il n'a rien dit. Je suis rentrée à Lyon, seule, avec dans le cœur l'image de Léonie qui pleurait dans mes bras. Et je me suis dit que peut-être j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que je n'étais pas la bonne grand-mère pour cette famille parfaite. Peut-être que je devais apprendre à me faire plus petite encore, pour qu'il m'accepte. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les mois ont passé comme passent les saisons quand on les regarde de loin. Léonie a grandi. J'ai regardé grandir ma petite fille à travers des photos envoyées par message. Des photos que je n'avais pas le droit de partager. Maëlys préfère garder ça privé, me disait Thérisse. Privé. Même pour moi. Léonie a eu 1 an. Puis 2, puis 3. Je la voyais 2 ou 3 fois par an. Toujours chez eux. Toujours sur rendez-vous. Toujours avec Maëlys qui surveillait chaque geste, chaque mot. Ne lui donne pas de bonbons, Théomira. On ne veut pas qu'elle prenne de mauvaises habitudes. Ne la laisse pas courir pieds nus, elle pourrait attraper froid. Ne lui raconte pas d'histoires tristes. On veut qu'elle grandisse dans la joie. Je hochais la tête, je souriais, je me taisais. Puis, un 2e bébé est arrivé. Un garçon, cette fois. Ils l'ont appelé Aurélien. J'ai appris la grossesse par un message. J'ai appris la naissance par un autre message. Aurélien est né ce matin. 3,5 kg. Tout va bien. J'ai demandé quand je pouvais venir. Maëlys a besoin de se reposer. On te dira. On m'a dit 3 semaines plus tard. 1 heure, le dimanche après-midi. J'ai pris le train. J'ai apporté des cadeaux pour Léonie et Aurélien. Des petits livres. Un doudou brodé à la main. Quand Maëlys a ouvert les paquets, elle a souri poliment. C'est très généreux, Théomira. Mais nous avons déjà beaucoup de jouets. Et nous préférons les matières biologiques certifiées pour les enfants. Elle a rangé mes cadeaux dans un placard. Je ne les ai jamais revus. Les années ont continué. Léonie est entrée à l'école. Aurélien a fait ses premiers pas. Et moi, je continuais d'exister dans les marges de leur vie. Je les appelais 1 fois par semaine. Toujours le dimanche soir, à 19 h. C'était devenu un rituel. Mais souvent, Thérisse ne répondait pas. Ou il répondait rapidement, entre 2 activités.
Maman, on est en train de dîner. Je te rappelle plus tard. Il ne rappelait jamais. Un jour, j'ai décidé de leur rendre visite sans prévenir. C'était un samedi de mars. Il faisait beau. J'ai pris le train de bonne heure. Je me suis dit que peut-être, si je passais comme ça, naturellement, ils seraient contents de me voir. J'ai sonné à leur porte vers 11 heures. J'avais apporté une tarte aux pommes encore tiède. C'est Maëlys qui a ouvert. Elle portait une tenue de sport, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle m'a regardé comme si j'étais un témoin de Jéhovah. « Théomira, qu'est-ce que vous faites là ?» Je passais dans le coin. Je me suis dit que... « Vous passiez dans le coin ?» Son ton était glacial. « Théomira, Clermont-Ferrand n'est pas sur la route de Lyon. On ne passe pas dans le coin par hasard. » J'ai baissé les yeux. Je voulais voir les enfants. Elle a soupiré. Un long soupir, fatigué. Thérèse n'est pas là. Il est parti jouer au tennis avec des collègues. Et moi, j'allais justement emmener les enfants au parc. Je peux venir avec vous? Non. Le mot était tombé comme une pierre. Non, Théomira. Les enfants ont leur routine. Ils ne comprennent pas les visites impromptues. Ça les déstabilise. Je suis leur grand-mère. Je sais qui vous êtes. Mais ça ne change rien au fait qu'on a besoin de stabilité ici. Elle a pris la tarte de mes mains. Merci pour le gâteau. Je dirai à Thérèse que vous êtes passé. Mais la prochaine fois, prévenez-nous avant de venir. Et elle a refermé la porte. Je suis restée là, sur le palier, à regarder cette porte close. Puis je suis redescendue. J'ai pris le train. Je suis rentrée à Lyon. Et pendant tout le trajet, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal. Le soir même, Thérèse m'a appelée. « Maman, Maëlys m'a dit que tu étais passée. »« Oui, je voulais vous voir. » Il y a eu un silence. « Maman, tu ne peux pas débarquer comme ça. On a une vie, des emplois du temps. Je sais, mon chéri. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Mais la prochaine fois, appelle avant. D'accord? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Les enfants vont se coucher. Thérèse? Oui? J'ai failli lui dire que j'avais mal, que je ne comprenais pas pourquoi j'étais devenue une étrangère dans sa vie. Mais je n'ai rien dit. Rien. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, maman. À bientôt. Il a raccroché. Et moi, je suis restée assise dans mon salon, avec le téléphone dans la main et les larmes sur les joues. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Thérèse. « Maman, on a décidé de déménager. On a trouvé une maison à Vichy, plus proche des parents de Maëlys. Et moi, j'ai eu une promotion. Je vais travailler depuis la maison. Vichy, 250 km de Lyon. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis fière de toi. Merci, maman. On organise une pendaison de crémaillère le mois prochain. On t'enverra l'invitation. » L'invitation est arrivée 3 jours avant la fête. Par message. Samedi prochain, 15 heures. Tenue décontractée. Pas de « on espère que tu pourras venir ». Pas de « tu nous manques ». Juste une invitation, comme on en envoie aux voisins. Je suis allée à cette pendaison de crémaillère. La maison était immense, moderne, avec un jardin où les enfants couraient pieds nus dans l'herbe. Il y avait beaucoup de monde, des collègues de Thérèse, des amis de Maëlys, les parents Dufresne, élégants comme toujours. Moi, j'étais assise sur une chaise en plastique blanc, au fond du jardin, avec un verre de jus de fruits. Léonie est venue me voir à un moment. « Bonjour, madame. »« Madame. » Pas mamie, pas grand-mère. « Madame. »« Bonjour, ma chérie. Tu te souviens de moi ?» Elle a secoué la tête. « Maman dit que tu es la dame qui habite loin. »« La dame qui habite loin. » J'ai souri. J'ai caressé ses cheveux. « Oui, c'est moi. » Elle est repartie en courant rejoindre les autres enfants. Vers 18 heures, je suis allée dire au revoir à Thérèse. Il parlait avec des collègues. Il riait fort. « Thérèse, je vais y aller. » Il s'est tourné vers moi surpris. « Déjà? Mais on n'a même pas coupé le gâteau. » Je suis fatiguée, mon chéri, et j'ai un long trajet. Il m'a embrassée rapidement. « D'accord. Merci d'être venue, maman. C'est normal. » Il est reparti vers ses invités. Et moi, je suis partie, seule, avec, dans le cœur, l'image de Léonie qui ne me reconnaissait plus. Les mois ont encore passé. Les appels se sont espacés. Une fois toutes les 2 semaines. Puis, une fois par mois. À chaque anniversaire, j'envoyais des cadeaux, des cartes, des mots doux. Je recevais des messages de remerciement. Courts, polis. Merci pour le cadeau. Les enfants sont contents. Pas de photos, pas de nouvelles détaillées. Juste des mercis automatiques. Puis est arrivé ce mois de décembre. Décembre 2023.
J'ai appelé Thérèse début décembre pour savoir s'il viendrait pour Noël. Comme avant. Comme quand il était enfant et qu'on décorait le sapin ensemble. Il n'a pas répondu. J'ai laissé un message. Thérèse, c'est maman. J'aimerais savoir si vous venez pour Noël. Je préparerai tout ce que tu aimes. Rappelle-moi. Il a mis 3 jours à répondre, par message. Maman, on passe Noël chez les parents de Maëlys. C'est plus simple avec les enfants. J'ai relu ce message 10 fois. Puis j'ai écrit « Et moi ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, le 23 décembre au soir, j'ai reçu un autre message. Un message que je n'oublierai jamais. Le 23 décembre 2023, à 20h43 exactement, mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. J'étais en train de préparer le dîner. Une omelette aux champignons. Pour une personne. J'ai pris le téléphone. Un message de Thérèse. J'ai souri. Je me suis dit qu'il avait peut-être changé d'avis. Qu'il allait me dire de venir quand même à Vichy. Ou qu'ils viendraient tous à Lyon pour Noël. J'ai ouvert le message. Et mon cœur s'est arrêté. Maman, je t'en prie, arrête d'insister. On a pris notre décision. On passe Noël chez les Dufresne. C'est comme ça. Ne viens pas. Tu nous fais honte avec tes appels incessants et tes reproches. Tu ne comprends pas qu'on a notre vie maintenant. Maëlys en a assez. Moi aussi. Ne me rappelle plus. J'ai relu ce message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ne viens pas. Tu nous fais honte. Ne me rappelle plus. Les mots dansaient devant mes yeux. Ils entraient dans ma poitrine comme des couteaux. Mon fils, mon Thérèse, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père. Mon fils venait de me dire que je lui faisais honte. Je me suis assise, lentement, comme si mes jambes ne me portaient plus. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient. Dehors, il neigeait. Les rues de Lyon étaient illuminées. Les familles rentraient chez elles avec des sacs remplis de cadeaux. Et moi, j'étais seule dans ma cuisine, à regarder ce message qui venait de détruire quelque chose en moi. J'ai essayé de comprendre. J'ai remonté le fil des mois, des années. Qu'est-ce que j'avais fait de si terrible? J'avais appelé trop souvent? 2 fois par mois? C'était trop? J'avais voulu voir mes petits-enfants? C'était un crime? J'avais osé passer sans prévenir, une seule fois, parce que je pensais leur faire une surprise? Est-ce que tout cela méritait d'être rejeté, humilié, banni? Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir de la console dans l'entrée, celui où j'avais rangé la carte de visite de Maëlys, des années plus tôt. Je l'ai retrouvée, sous les vieilles factures. N'oublie pas, on construit notre avenir, pas notre passé. Voilà ce que Maëlys pensait de moi depuis le début. J'étais le passé, l'encombrante, celle qu'on efface pour aller de l'avant. Et Thérèse l'avait laissé faire. Pire, il était devenu comme elle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, à regarder les photos accrochées au mur. Thérèse bébé, dans mes bras. Thérèse à 6 ans, avec son vélo rouge. Thérèse à son diplôme, avec ce sourire fier. Thérèse le jour de son mariage, beau et distant. À quel moment avais-je perdu mon fils? À quel moment était-il devenu un étranger? Le lendemain, c'était le 24 décembre. Noël. Je me suis levée tôt. J'ai ouvert les volets. Dehors, la neige avait tout recouvert. Les toits, les voitures, les rues. Tout était blanc, pur, silencieux, comme si le monde s'était arrêté. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait du café. J'ai mis la table, une assiette, un verre, une serviette, pour moi, juste pour moi. Puis, je me suis assise, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Roland. Des sanglots qui venaient du ventre, des larmes qui ne s'arrêtaient plus. J'ai pleuré pour toutes ces années où j'avais essayé d'être la bonne mère, la bonne belle-mère, la bonne grand-mère. J'ai pleuré pour toutes ces fois où j'avais ravalé ma douleur pour ne pas déranger. J'ai pleuré pour cette petite fille qui ne me reconnaissait plus. J'ai pleuré pour ce fils qui avait honte de moi. Vers midi, j'ai essuyé mes larmes. Je me suis levée. J'ai sorti une feuille de papier. Une belle feuille, blanche et épaisse, celle que j'utilisais pour les lettres importantes. J'ai pris mon stylo, le stylo plume que Roland m'avait offert pour nos 10 ans de mariage, et j'ai commencé à écrire. Mon fils, aujourd'hui c'est Noël. Je suis seule dans cette maison où tu as grandi. La maison où ton père et moi t'avons élevé avec tout l'amour dont nous étions capables. Tu m'as dit de ne plus t'appeler. Tu m'as dit que je te faisais honte. Alors j'écris. Parce qu'il y a des choses que je dois te dire. Des choses que j'ai gardées trop longtemps. Je ne t'ai jamais dit à quel point c'était difficile quand ton père est mort. Tu avais 12 ans.
Tu pleurais toutes les nuits, tu te réveillais en criant son nom. Et moi, je venais dans ta chambre, je te prenais dans mes bras. Je te berçais jusqu'à ce que tu te rendormes. Mais qui me berçait, moi? Personne. J'ai travaillé double pour qu'on ne manque de rien. J'ai renoncé à mes rêves pour que tu puisses réaliser les tiens. J'ai vécu pour toi. Uniquement pour toi. Je pensais que c'était ce qu'on faisait quand on aimait. On donnait. On se sacrifiait. On espérait que cet amour serait rendu. Un jour. Mais ce jour n'est jamais venu. Tu as rencontré Maëlys. Et j'ai vu, dès le premier regard, qu'elle ne m'aimait pas. Qu'elle me trouvait trop simple, trop vieille, trop présente. J'ai essayé de me faire petite, de ne pas déranger, de ne pas demander trop. Mais ce n'était jamais assez. J'ai été reléguée au 3e rang à ton mariage, comme une invitée quelconque. On m'a interdit de voir ma petite fille quand elle était née, comme si j'étais dangereuse. On a refusé mes cadeaux, mes gâteaux, mes visites, et j'ai tout accepté, parce que je t'aimais, parce que je voulais que tu sois heureux. Mais toi, Théris, t'es-tu demandé une seule fois si j'étais heureuse? Tu m'as dit que je te faisais honte. Sais-tu ce qui me fait honte, moi? C'est de voir que mon fils, cet homme que j'ai élevé avec des valeurs de respect et de gratitude, est devenu quelqu'un qui rejette sa propre mère. C'est de voir que tu as laissé une femme décider qui avait le droit d'être dans ta vie. C'est de voir que tu as oublié d'où tu venais, qui t'a nourri, qui t'a consolé, qui a payé tes études. Qui a pleuré de joie le jour de ton diplôme? Qui a prié pour toi chaque soir? Aujourd'hui, je suis seule. Je mange une dinde froide devant une table vide et je me demande ce que j'ai fait de mal. Mais tu sais quoi, Théris? Je commence à comprendre. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as choisi. Tu as choisi une femme qui ne respecte rien de ce qui t'a construit. Tu as choisi le confort d'une famille aisée plutôt que la dignité de celle qui t'a tout donné. Tu as choisi de me faire honte plutôt que de défendre ta propre mère. Alors voilà ce que je fais aujourd'hui. Je te libère. Je ne t'appellerai plus. Je ne viendrai plus frapper à ta porte. Je ne t'enverrai plus de messages pour prendre de tes nouvelles. Tu voulais que je disparaisse? Je disparais. Mais sache une chose. Un jour, tes enfants grandiront. Un jour, ils te regarderont et ils te demanderont « Où est mamie ?» Et tu devras leur expliquer. Tu devras leur dire que tu as rejeté ta mère parce qu'elle t'aimait trop, parce qu'elle appelait trop souvent, parce qu'elle voulait voir ses petits-enfants. Tu devras porter cette honte, pas moi. Un jour, tu comprendras ce que c'est d'être parent. Un jour, tu comprendras ce que c'est de donner sa vie pour ses enfants. Et ce jour-là, peut-être, tu penseras à moi. Peut-être que tu regretteras. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Parce que moi, j'aurai appris à vivre sans toi. Parce que moi, j'aurai compris que l'amour d'une mère ne peut pas tout réparer. Que parfois, il faut savoir partir. Se protéger, se respecter. Alors voilà, mon fils. C'est mon dernier mot pour toi. Je te souhaite d'être heureux. Vraiment. Je te souhaite de réussir dans la vie que tu as choisie. Mais je ne ferai plus partie de cette vie. Tu m'as fermé ta porte. Aujourd'hui, je ferme mon cœur. Non par vengeance, mais par survie. Parce qu'une mère peut tout donner. Mais elle ne peut pas disparaître pour faire plaisir à son enfant. Prends soin de toi. Prends soin de tes enfants. Et si un jour, tu te demandes où je suis, regarde cette lettre. Elle sera ma réponse. Ta mère, Théomira. J'ai relu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai pliée. Soigneusement. En 4. Je l'ai glissée dans une enveloppe blanche. J'ai écrit sur l'enveloppe « Pour Théris, quand il sera prêt à comprendre ». Et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit. Après ça, j'ai mangé. Seule. En silence. J'ai regardé la télévision, des films de Noël, des familles heureuses qui s'embrassaient sous le gui. Vers 23 heures, je suis allée me coucher. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi. Profondément. Comme si écrire cette lettre avait libéré quelque chose en moi. Comme si, enfin, j'avais dit la vérité. Je ne savais pas encore que 2 mois plus tard, mon téléphone sonnerait. Je ne savais pas encore que Théris m'appellerait, désespérée, pour me demander de l'aide. Je ne savais pas encore que cette lettre que j'avais écrite dans la douleur et la solitude, deviendrait mon arme la plus puissante. Pas une arme pour détruire, une arme pour me libérer. Janvier et février sont passés dans un brouillard étrange. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas appelé Théris. Pas une seule fois. Pour la première fois, je n'ai pas envoyé de message pour prendre des nouvelles. Pour la première fois, j'ai vécu comme si mon fils n'existait plus. Ce n'était pas facile. Chaque dimanche soir, à 19 h, mon doigt se posait sur son nom dans mon téléphone.
par réflexe, par habitude. Mais je ne l'appelais pas. Je posais le téléphone. Je respirais. Et je me répétais les mots de ma lettre. Je te libère. J'ai commencé à remplir mes journées autrement. Je me suis inscrite à un cours de peinture à l'aquarelle, le mardi après-midi. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque du quartier. On se réunissait le jeudi soir pour discuter de romans. J'ai rencontré des femmes de mon âge. Certaines veuves comme moi, d'autres divorcées, d'autres encore qui avaient aussi des enfants distants. On parlait, on riait, on partageait nos histoires sans jugement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moins seule. Un soir, en février, une femme du club de lecture m'a invitée à dîner chez elle. Elle s'appelait Colette. Elle avait 67 ans et un rire contagieux. On a bu du vin rouge. On a mangé du gigot d'agneau. On a parlé de nos vies. À un moment, elle m'a demandé « Tu as des enfants, Théomira ?» J'ai hésité. « J'ai un fils. Il habite loin ?»« Oui, à Vichy. »« Tu le vois souvent ?» J'ai regardé mon verre. « Non, plus maintenant. » Colette a hoché la tête. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a juste posé sa main sur la mienne. « Moi non plus. Je ne vois plus ma fille. Ça fait 3 ans. Dispute familiale. Héritage. » Elle a souri tristement. « On pense qu'on va mourir de chagrin. Mais on survit. On apprend à vivre autrement. » J'ai serré sa main et j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Le 24 février, un samedi matin, mon téléphone a sonné. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, des tartines beurrées et du thé. J'ai regardé l'écran. Thérisse. Mon cœur s'est arrêté. 2 mois. 2 mois de silence. Et maintenant, il appelait. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ma main tremblait au-dessus du téléphone. Puis j'ai décroché. Oui, ma voix était sèche, distante. Je ne l'avais pas voulu. Mais c'est sorti comme ça. « Maman !» La voix de Thérisse était brisée, fatiguée. « Maman, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. » Il y a eu un long silence. J'entendais sa respiration au bout du fil. « Maman, on a un problème. Un gros problème. » J'ai attendu. Je n'ai rien dit. La boîte où je travaillais, ils ont fait faillite. J'ai été licenciée en janvier. Mon cœur s'est serré malgré moi. « Oh, Thérisse !»« Attends, ce n'est pas tout. » Sa voix tremblait. On avait contracté un gros crédit pour la maison. Un crédit sur 30 ans. Avec mon salaire et celui de Maëlys, on y arrivait. Mais là, je ne retrouve rien. Le marché de l'emploi est catastrophique et Maëlys, elle ne gagne pas assez seule. Et ses parents ? J'avais posé la question sans réfléchir. Thérisse a ri. Un rire amer. Ses parents ? Son père a investi tout son argent dans une société qui a coulé. Ils sont ruinés. Ils viennent de vendre leur maison à Vichy pour rembourser leurs dettes. Je ne savais pas quoi dire. « Maman, on ne peut plus payer le crédit. La banque nous a donné un ultimatum. On a 2 semaines pour quitter la maison. On est expulsés. » Le mot était tombé comme une bombe. Expulsé. Mon fils. Ses enfants. Expulsés. Thérisse, je suis désolée. Vraiment. C'est terrible. Maman. Il a marqué une pause. Maman, est-ce qu'on peut venir chez toi ? Juste quelques mois. Le temps que je retrouve du travail. Moi, Maëlys, Léonie et Aurélien. J'ai fermé les yeux. Voilà. Voilà pourquoi il appelait. Pas pour s'excuser. Pas pour me demander comment j'allais. Pas pour me dire qu'il regrettait. Non. Pour me demander un service. Thérisse, tu te souviens du dernier message que tu m'as envoyé ? Silence. Le 23 décembre. Tu m'as dit de ne plus t'appeler. Tu m'as dit que je te faisais honte. Maman, Non. Laisse-moi finir. Ma voix tremblait. Mais je continuais. Pendant 2 mois, tu ne m'as pas donné de nouvelles. Tu ne m'as pas appelé pour t'excuser. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais après avoir passé Noël seule. Maman, j'étais sous pression. Maëlys était quoi, Thérisse ? Silence. Maëlys était en colère. Elle trouvait que tu en faisais trop, que tu nous étouffais. Les mots sont entrés dans ma poitrine comme des lames. Je vous étouffais, en appelant 2 fois par mois, en voulant voir mes petits-enfants 3 fois par an ? Maman, tu ne comprends pas ? Non, Thérisse, c'est toi qui ne comprends pas. J'ai pris une grande inspiration. Tu m'appelles aujourd'hui parce que tu as besoin de moi. Pas parce que tu m'aimes, pas parce que tu regrettes, mais parce que tu n'as plus personne d'autre. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu ne m'as pas appelé en janvier quand tu as été licenciée ?
Pourquoi tu ne m'as pas appelé en février quand la situation s'aggravait? Silence. Tu ne m'as appelé qu'aujourd'hui parce que la banque vous expulse dans 2 semaines. Maman, je t'en prie, on n'a nulle part où aller. Les enfants, pense aux enfants. Léonie a 6 ans. Aurélien en a 3. Ils ne peuvent pas dormir dehors. Et là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas de douleur, mais de clarté. Thérisse, écoute-moi bien. Je ne vais pas te dire non. J'ai entendu son soupir de soulagement. Merci, maman, merci. Je savais que... Mais je ne vais pas te dire oui non plus. Pas comme ça. Pas au téléphone. Quoi? Viens chez moi, toi, Maëlys et les enfants. Venez me voir, en face. Maman, on n'a pas le temps de... Vous avez 2 semaines. Vous avez le temps. Ma voix était ferme maintenant. Si vous voulez mon aide, vous viendrez ici, à Lyon, dans cette maison où tu as grandi, et on parlera, tous ensemble. Thérisse a hésité. D'accord, on viendra demain. Non, pas demain, samedi prochain, le 2 mars, à 15 heures. Maman, pourquoi attendre? Parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et toi aussi. Mais, samedi 2 mars, 15 heures. Si vous ne venez pas, je considérerai que vous avez trouvé une autre solution. Et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais pour la première fois depuis des années, je ne pleurais pas. Pour la première fois, je n'avais pas cédé immédiatement. Pour la première fois, j'avais posé mes conditions. Les jours suivants ont été étranges. Je continuais mes cours d'aquarelle, mon club de lecture, mes promenades dans le parc. Mais dans ma tête, je préparais ce moment. J'ai relu ma lettre, celle que j'avais écrite le soir de Noël. J'ai relu chaque mot, chaque phrase, et j'ai su ce que j'allais faire. Le vendredi soir, la veille de leur venue, j'ai sorti la lettre de son enveloppe. Je l'ai posée sur la table du salon, puis j'ai préparé la maison. J'ai nettoyé, rangé, aéré. J'ai mis des fleurs fraîches dans le vase, des pivoines, comme avant. Mais cette fois, je ne les mettais pas pour eux. Je les mettais pour moi. Le samedi 2 mars à 14h58, la sonnette a retenti. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Cheveux gris coiffés en chignon, chemisier blanc, pantalon noir. J'étais prête. J'ai ouvert la porte. Ils étaient tous les 4 sur le palier. Thérisse, les traits tirés, des cernes sous les yeux, plus maigre qu'avant. Maëlys, pâle, les cheveux moins parfaits que d'habitude. Elle portait un jean et un pull. Pas de tailleur, pas de talons. Léonie qui me regardait avec curiosité et Aurélien qui tenait la main de sa mère. « Bonjour », ai-je dit simplement. « Bonjour maman », a dit Thérisse. Maëlys a hoché la tête. « Bonjour, Théomira. » Entrez. Ils sont entrés, lentement, comme s'ils entraient dans une maison inconnue. Pourtant, c'était la maison où Thérisse avait grandi. On s'est installé au salon. J'ai servi du thé, des biscuits pour les enfants. Léonie et Aurélien se sont assis sur le tapis, silencieux. Thérisse et Maëlys étaient sur le canapé, côte à côte. Moi, j'étais dans le fauteuil en face d'eux. Et entre nous, sur la table basse, il y avait la lettre, l'enveloppe blanche avec cette inscription « Pour Thérisse », quand il sera prêt à comprendre. Thérisse l'a vue. Son regard s'est figé. « Maman, qu'est-ce que c'est ?»« C'est une lettre que j'ai écrite le soir de Noël, le soir où tu m'as dit de ne plus t'appeler. » Le silence était assourdissant. Avant de décider si je peux vous aider, je veux que tu lises cette lettre. Thérisse a regardé Maëlys. Elle a détourné les yeux. « Oh, maman, on n'a pas le temps pour... Vous avez 2 semaines avant l'expulsion. Vous avez 10 minutes pour lire une lettre. » Ma voix était calme, ferme. « Lis, Thérisse. » Il a pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Il a sorti la lettre, l'a dépliée, et il a commencé à lire. Je l'ai regardé pendant qu'il lisait. J'ai vu ses yeux s'élargir, sa mâchoire se crisper. J'ai vu les larmes monter. J'ai vu sa main serrer le papier si fort que ses jointures sont devenues blanches. Maëlys, à côté de lui, regardait par la fenêtre, raide, silencieuse. Quand il a fini, Thérisse a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues. « Maman, Sa voix s'est brisée. « Je suis désolée. » J'ai hoché la tête. « Désolée de quoi, Thérisse ?» Il a baissé la tête. « De tout. De t'avoir rejeté, de t'avoir fait honte, de t'avoir oublié. Et pourquoi l'as-tu fait ?» Il a regardé Maëlys. Elle ne le regardait toujours pas. « Parce que je voulais lui faire plaisir. Je voulais qu'elle soit heureuse. Et moi ?» Le mot était tombé comme une pierre. « Et moi, Thérisse ?»
Est-ce que tu t'es demandé si j'étais heureuse? Il a secoué la tête. Les larmes coulaient librement maintenant. Non, je ne me le suis jamais demandé. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le ciel était gris. Il allait pleuvoir. Pendant des années, j'ai essayé d'être la mère parfaite, discrète, compréhensive, effacée. Je me suis retournée vers eux. Et pendant des années, tu as tout pris, sans rien donner en retour. Therese sanglotait maintenant. Je sais, maman. Tu sais quoi exactement? Je me suis approchée. Tu sais que je t'ai élevée seule après la mort de ton père? Tu sais que j'ai travaillé 2 emplois pour payer tes études? Tu sais que j'ai renoncé à refaire ma vie pour que tu ne manques de rien? Oui. Alors pourquoi? Pourquoi m'as-tu traitée comme une étrangère? Il a regardé Maëlys. Elle fixait toujours le mur. Parce que Maëlys disait que... Non. J'ai coupé sa phrase. Non, Therese. Ne mets pas ça sur Maëlys. C'était ton choix. Il a hoché la tête. Tu as raison. C'était mon choix. Et j'ai eu tort. Maëlys s'est levée brusquement. Je ne vais pas rester ici à écouter ça. Sa voix était glaciale. Vous voulez qu'on rampe? Qu'on s'excuse à genoux? On a perdu notre maison? On n'a nulle part où aller. Et vous nous faites la morale? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Maëlys, je ne vous fais pas la morale. Je rétablis la vérité. La vérité? La vérité, c'est que vous êtes une mère possessive qui ne supporte pas que son fils ait grandi. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Therese s'est levée. Maëlys, arrête. Non, elle nous fait venir ici pour nous humilier, pour nous faire payer. Tu as raison sur un point, ai-je dit calmement. Maëlys s'est tournée vers moi, surprise. Je vous fais venir ici pour que vous compreniez. J'ai pris la lettre des mains de Therese. Pendant des années, vous m'avez fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue, que j'étais encombrante, que je faisais honte. J'ai regardé Maëlys. Aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin de moi, pas l'inverse. Alors quoi? Vous allez nous jeter dehors, devant vos petits-enfants? J'ai regardé Léonie et Aurélien. Ils nous observaient, terrifiés. Mon cœur s'est serré. Non, je ne vais pas vous jeter dehors. Maëlys a eu un petit sourire de victoire. Mais je ne vais pas non plus vous accueillir comme avant. Le sourire a disparu. Je me suis assise. Voici ce que je propose. J'ai regardé Therese. Vous pouvez rester ici, toi, Maëlys et les enfants, le temps que tu retrouves du travail. Therese a soupiré de soulagement. Merci, maman. Merci, Mais, ai-je continué, il y aura des conditions. Maëlys s'est raidie. Quelles conditions? Premièrement, respect. Vous vivrez sous mon toit. Vous respecterez mes règles, mes horaires, ma maison. J'ai marqué une pause. Deuxièmement, participation. Vous contribuerez aux tâches ménagères, aux courses, au ménage. Je ne suis pas votre domestique. Maëlys a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêtée. Troisièmement, reconnaissance. Chaque semaine, vous me direz merci, pas par obligation, mais parce que vous comprendrez ce que je fais pour vous. J'ai regardé Therese dans les yeux. Et quatrièmement, honnêteté. Plus de mensonges, plus de fausses promesses, plus de rejets silencieux. Si quelque chose ne va pas, on en parle, comme une vraie famille. Therese a hoché la tête. D'accord, on accepte. Therese a sifflé Maëlys. Tu ne peux pas accepter ces... Si. Il s'est tourné vers elle. Maëlys, on n'a pas le choix. Et elle a raison, on l'a traitée comme une moins que rien. Et maintenant, on lui demande de nous sauver. Alors oui, j'accepte ces conditions. Toutes. Maëlys a serré les poings. Mais elle n'a rien dit. Bien, ai-je dit. Vous pouvez emménager dans 3 jours, le temps que je prépare les chambres. Merci, maman. Therese s'est approchée. Il a voulu m'embrasser. Je l'ai arrêté. Therese. Oui? Merci ne suffit pas. Il a hoché la tête. Je sais, je vais te le prouver. Ils sont partis peu après. Quand la porte s'est refermée, je suis restée seule dans mon salon. J'ai regardé la lettre sur la table. Et j'ai su que quelque chose venait de se passer. Quelque chose d'important. Je n'avais pas cédé par faiblesse. J'avais accepté par force. La force de poser mes limites. La force de dire la vérité. La force de me respecter. Enfin, les 3 jours suivants, j'ai préparé la maison. J'ai vidé la chambre d'amis pour Therese et Maëlys. J'ai installé un lit d'appoint pour Léonie dans l'ancien bureau. Et j'ai transformé un coin du salon en petit espace pour Aurélien. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas leur villa moderne de Vichy avec ses 4 chambres et son jardin. Mais c'était propre, accueillant. Et c'était chez moi. Le mardi 5 mars, en fin d'après-midi,
Une camionnette de location s'est garée devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre. Terry s'est descendu le premier. Il portait un carton. Ses épaules étaient voûtées. Maëlys est sortie ensuite. Elle tenait Aurélien par la main. Elle regardait la rue, la maison, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Dégoût? Résignation? Honte? Peut-être les trois. Léonie trottinait derrière eux avec un petit sac à dos rose. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Entrez. Terry est entré avec son carton. Il l'a posé dans l'entrée. Merci, maman. Maëlys est passée devant moi sans un mot. Elle a regardé le salon, l'escalier, la cuisine ouverte. C'est petit, a-t-elle murmuré. C'est ce que j'ai, ai-je répondu calmement. Elle n'a rien ajouté. Pendant l'heure suivante, ils ont monté leurs affaires. Des cartons, des valises, quelques meubles qu'ils avaient pu sauver. Pas grand-chose, finalement. Toute une vie réduite à 10 cartons et 3 valises. Je les ai regardés s'installer. Je les ai aidés à porter certaines choses. Mais je n'ai pas fait tout le travail à leur place. C'était une des conditions. Participation. Le soir, j'ai préparé le dîner. Rien d'extraordinaire. Une soupe de légumes, du pain, du fromage. On s'est tous assis autour de la table de la cuisine. Une petite table ronde qui pouvait accueillir 6 personnes, mais où on était serré. Léonie me regardait avec curiosité. « Tu es qui, toi ?» a-t-elle demandé. Mon cœur s'est serré. « Je suis ta grand-mère, ma chérie. »« Ah, maman dit que tu es la dame qui habite loin. » Maëlys a toussé. « Léonie, mange ta soupe. »« Mais c'est vrai, tu l'as dit. »« Léonie !» La petite s'est tue. Elle a plongé sa cuillère dans son assiette. Le repas s'est déroulé dans un silence pesant. Terry mangeait en regardant son assiette. Maëlys poussait sa soupe sans vraiment manger. Les enfants chuchotaient entre eux. À la fin du repas, j'ai dit « Demain matin, petit déjeuner à 8 heures. Ensuite, on établit un planning. Qui fait quoi? Quand? Comment ?» Terry a hoché la tête. « D'accord, maman. » Maëlys n'a rien dit. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'entendais des murmures à l'étage, des pas, des portes qui s'ouvraient et se fermaient. J'entendais Maëlys chuchoter, mais je ne comprenais pas les mots. Je l'imaginais en train de se plaindre, de critiquer, de maudire cette situation. Mais je m'en fichais. Pour la première fois, je n'essayais plus de leur plaire. Les premiers jours ont été difficiles. Maëlys refusait de participer aux tâches ménagères. Elle restait dans sa chambre avec son téléphone, ou elle sortait avec les enfants sans prévenir. Quand je lui demandais de mettre la table ou de faire la vaisselle, elle soupirait. « J'ai 2 enfants à gérer, Théomira. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi non plus. Je n'ai pas le temps. Mais je le fais quand même. » Elle levait les yeux au ciel. Terry, lui, essayait. Il cherchait du travail toute la journée. Il envoyait des CV. Il passait des entretiens en visio. Il faisait les courses quand je le lui demandais. Mais je voyais bien qu'il était épuisé. Pas seulement physiquement, moralement. Un soir, environ 2 semaines après leur arrivée, Maëlys et Terry se sont disputés. J'étais dans ma chambre, mais j'entendais tout. Les murs n'étaient pas épais. « Je ne supporte plus cette situation !» criait Maëlys. « On vit comme des pauvres, dans cette maison minuscule, avec ta mère qui nous surveille tout le temps. » Maëlys, baisse d'un ton. Elle va t'entendre. Et alors? Qu'elle m'entende. Je n'en peux plus, Terry. On n'a pas le choix. On aurait pu aller à l'hôtel. Avec quel argent? On n'a plus rien. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas perdu ton emploi, ce n'est pas moi qui ai perdu mon emploi, Maëlys. C'est la boîte qui a fermé. Oui, eh bien, tu aurais dû voir venir. Un silence. Puis la voix de Terry, plus basse. Pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu ne peux jamais reconnaître que tu as tort? Parce que je n'ai pas tort. C'est ta mère qui nous impose ces règles ridicules, ces horaires, ces conditions. Ces conditions, Maëlys, c'est parce qu'on l'a traitée comme de la merde pendant des années. J'ai entendu un sanglot étouffé. Puis plus rien. Le lendemain matin, Maëlys est descendue avec une valise. Elle l'a posée dans l'entrée. Je pars. Terry était derrière elle, livide. Maëlys, attends. Non. J'ai appelé ma sœur. Elle habite à Nantes. Je vais chez elle, avec les enfants. Mon sang s'est glacé. Tu emmènes les enfants? Elle m'a regardé. Oui, ce sont mes enfants. Et ton mari? Mon mari peut rester ici, avec sa mère, puisqu'il préfère lui obéir plutôt qu'à moi. Terry a attrapé son bras. Maëlys, ne fais pas ça. Lâche-moi. On est une famille. Une famille? Elle a ri. Un rire amer, cassé. Quelle famille, Terry?
Une famille qui vit chez belle-maman parce que monsieur a tout perdu? Ce n'est pas ma faute. Tout est ta faute. Elle a ouvert la porte. Viens, Léonie. Aurélien. On s'en va. Les enfants sont apparus en haut de l'escalier. Léonie tenait son sac à dos rose. Aurélien suçait son pouce. On va chez Tati? A demandé Léonie. Oui, ma chérie, on va chez Tati. Thérèse s'est effondrée. Maëlys, je t'en supplie, ne pars pas. Pas comme ça. Elle a hésité, juste une seconde. Puis elle a secoué la tête. J'ai besoin de réfléchir. Seule. Elle a pris la main des enfants. Elle est sortie. La porte s'est refermée. Thérèse est resté là, debout dans l'entrée, à regarder la porte close. Puis il s'est effondré sur le sol. Et il a pleuré. Je me suis approchée. Lentement. Je me suis assise à côté de lui. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas posé ma main sur son épaule. Je l'ai juste laissé pleurer. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour comprendre. Après un long moment, Thérèse a relevé la tête. Je l'ai perdu. Peut-être. Il m'a regardé, les yeux rouges. Comment tu fais? Comment je fais quoi? Comment tu fais pour rester debout après tout ce qu'on t'a fait? J'ai souri tristement. Parce que j'ai appris quelque chose, Thérèse. Quelque chose que tu dois apprendre aussi. Quoi? On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. On ne peut pas aimer les gens qui ne veulent pas être aimés. Il a baissé la tête. Maëlys m'aime. Elle est juste perdue. Non, Thérèse. Maëlys t'aime peut-être, mais elle ne t'aime pas pour ce que tu es. Elle t'aime pour ce que tu peux lui apporter. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi elle est partie? Silence. Parce qu'elle ne supporte plus la situation. Exactement. Elle ne supporte plus la situation. Pas toi. La situation. J'ai marqué une pause. Ton père, lui, quand il est tombé malade, je suis restée. Tous les jours. Même quand c'était difficile. Même quand il ne me reconnaissait plus. Parce que j'aimais l'homme, pas ce qu'il pouvait m'apporter. Thérèse a fermé les yeux. Tu penses que je me suis trompée? Je pense que tu as choisi une femme qui te ressemblait. Belle, élégante, ambitieuse. Mais tu n'as pas regardé son cœur. Les jours ont passé. Thérèse vivait seule avec moi maintenant. Il était calme, silencieux. Il passait ses journées à chercher du travail et à appeler Maëlys. Elle ne répondait pas toujours. Quand elle répondait, les conversations étaient courtes, froides. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Je peux leur parler? Ils dorment. Quand est-ce que tu rentres? Je ne sais pas. Et elle raccrochait. Un soir, environ 3 semaines après le départ de Maëlys, Thérèse est descendue dans le salon. Je lisais un livre. Il s'est assis en face de moi. Maman? Oui? Je peux te parler? Bien sûr. Il a pris une grande inspiration. J'ai trouvé du travail. Mon cœur a fait un bond. Oh, Thérèse, c'est merveilleux. Oui. C'est un poste d'ingénieur chez Renault. À Lyon. Ça commence dans 2 semaines. C'est une excellente nouvelle. Il a hoché la tête. Mais il ne souriait pas. Maëlys ne veut pas revenir. Les mots sont tombés comme des pierres. Elle dit qu'elle veut rester à Nantes. Que c'est mieux pour les enfants. Qu'elle a trouvé un appartement. Et toi? Elle veut qu'on divorce. J'ai fermé mon livre. Et qu'est-ce que tu en penses? Il a levé les yeux vers moi. Des yeux remplis de larmes. Je pense que j'ai tout perdu, maman. Ma femme, mes enfants, ma maison, tout. Non. Si. Non, Thérèse. Tu n'as pas tout perdu. Qu'est-ce qu'il me reste? Je me suis levée. Je me suis approchée de lui. Il te reste ta dignité. Il te reste ton nouveau travail. Il te reste la possibilité de reconstruire ta vie. J'ai posé ma main sur son épaule. Et il te reste ta mère. Il a éclaté en sanglots. Il m'a serré dans ses bras. Je suis désolée, maman. Tellement désolée. Je sais. J'ai été horrible avec toi. Oui, tu aurais dû me jeter dehors. Peut-être. Il a relevé la tête. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai souri. Parce que je suis ta mère. Et qu'une mère ne jette pas son enfant. Même quand il le mériterait. Les semaines ont continué. Thérèse a commencé son nouveau travail. Il partait tôt le matin. Il rentrait tard le soir. Mais il était différent maintenant. Il mettait la table sans que je le lui demande. Il faisait la vaisselle. Il sortait les poubelles. Et surtout, il me parlait. Vraiment parlait. Comment s'est passée ta journée, maman? Bien. J'ai eu mon cours d'aquarelle. Et toi? Intense. Mais ça va. Ça fait du bien de travailler. On dînait ensemble. On regardait la télévision. On parlait de tout et de rien. Comme avant. Comme quand il était jeune. Sauf que maintenant, il était un homme. Un homme brisé. Mais un homme qui apprenait. Un soir d'avril, on était assis tous les deux dans le salon.
Thérèse regardait son téléphone. Maëlys a envoyé des photos des enfants. Montre-moi. Il m'a tendu le téléphone. Léonie et Aurélien sur une plage. Ils souriaient. Ils avaient l'air heureux. Ils sont beaux, ai-je murmuré. Oui. Tu les vois bientôt? Dans 2 semaines. J'ai le droit de les voir un week-end sur 2. C'est déjà ça. Il a hoché la tête. Maman? Oui? Merci. De quoi? De m'avoir sauvée. J'ai secoué la tête. Je ne t'ai pas sauvée, Thérèse. Je t'ai juste donné un toit. C'est toi qui t'es sauvée, en acceptant de voir la vérité. Cette nuit-là, je suis restée longtemps éveillée. Je pensais à tout ce qui s'était passé, au message cruel de Noël, à la lettre que j'avais écrite, au moment où Thérèse avait lu cette lettre et où j'avais vu son visage se briser, au départ de Maëlys, aux larmes de mon fils, et je me suis rendu compte de quelque chose. Je n'avais pas voulu me venger. Je n'avais pas voulu les punir. J'avais juste voulu survivre, me respecter, poser des limites, et sans que je le veuille, sans que je le cherche, la vie avait fait le reste. Maëlys avait perdu sa maison, son statut, sa vie parfaite. Thérèse avait perdu sa femme, ses enfants au quotidien, ses illusions. Et moi, j'avais retrouvé mon fils. Pas le fils parfait que j'avais rêvé, mais un fils humain, brisé, repentant. Un fils qui, enfin, me regardait vraiment. La vie n'avait pas rendu justice par vengeance. Elle avait rendu justice par équilibre. Chacun avait récolté ce qu'il avait semé. Maëlys avait semé l'orgueil. Elle récoltait la solitude. Thérèse avait semé l'ingratitude. Il récoltait la perte. Et moi, j'avais semé la dignité. Et je récoltais la paix. Les mois ont passé. L'été est arrivé. Thérèse s'était installée dans une routine. Il travaillait chez Renault. Il voyait ses enfants un week-end sur 2. Et il vivait chez moi. Pas comme un invité. Comme un fils qui avait enfin compris. Il payait une pension. Il participait à tout. Et surtout, il était présent. Vraiment présent. Un samedi matin de juin, on prenait le petit déjeuner ensemble sur la terrasse. Il faisait beau. Les pivoines du jardin étaient en fleurs. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai levé les yeux de mon café. « Je t'écoute. Le divorce est prononcé. C'est officiel depuis hier. » J'ai hoché la tête. « Comment tu te sens ?» Il a regardé son café. Soulagé, triste, les deux en même temps. C'est normal. Maëlys a la garde principale. Moi, j'ai un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et financièrement, je paie une pension alimentaire. Ce qui est juste. Ce sont mes enfants. Il a marqué une pause. Mais tu sais ce qui est étrange? Quoi? Maëlys voulait que je paie aussi pour elle. Une pension compensatoire. Et le juge a refusé. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Parce qu'elle travaille, parce qu'elle a des revenus. Et parce que... Il a hésité. Parce que quoi? Parce que le juge a dit qu'elle avait quitté le domicile conjugal de son propre chef, sans raison valable. Je n'ai rien dit, mais j'ai pensé à quelque chose. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Maëlys avait voulu tout contrôler, tout diriger. Elle avait cru qu'elle pouvait partir et tout garder. Mais la justice avait vu clair. Et ses parents? Ai-je demandé. Thérèse a soupiré. Ils ont vendu leur maison à Vichy. Ils vivent maintenant dans un petit appartement à Nantes, près de Maëlys, pour l'aider avec les enfants. Ils l'aident financièrement? Non, ils ne peuvent pas. Ils ont tout perdu dans leurs investissements. Il a bu une gorgée de café. Le père de Maëlys a dû fermer son étude de notaire. Faillite personnelle. Il cherche du travail maintenant, à 62 ans. Je me suis souvenu de cet homme élégant au mariage de Thérèse, sûr de lui, hautain. Cet homme qui m'avait à peine regardé parce que je n'étais pas assez bien. Et maintenant, il cherchait du travail. Je n'ai pas ressenti de joie, juste une forme de compréhension. La vie avait fait son travail. Et Maëlys? Comment va-t-elle? Thérèse a hésité. Elle a du mal. Comment ça? Elle travaille beaucoup. Elle s'occupe des enfants seule. Ses parents l'aident, mais ils sont âgés. Fatigués. Elle a quelqu'un dans sa vie? Il a secoué la tête. Non. Elle dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle doit se concentrer sur les enfants. Il a marqué une pause. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit la dernière fois qu'on s'est parlé? Quoi? Elle m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, que personne ne l'aidait vraiment. J'ai pensé à toutes ces années où Maëlys avait rejeté mon aide. À toutes ces fois où elle m'avait empêché de voir mes petits-enfants. À toutes ces humiliations qu'elle m'avait infligées. Et maintenant, elle était seule, épuisée,
sans soutien réel. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste une forme de tristesse, parce que tout ça aurait pu être évité si elle avait accepté l'amour qu'on lui offrait, si elle avait compris que la famille, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de cœur. Oh, elle me demande parfois si je peux prendre les enfants plus souvent, a continué Thérèse. Et tu le fais? Oui, quand je peux. Mais avec mon travail, ce n'est pas toujours possible. Il a regardé le jardin. Maman? Oui? Tu crois qu'elle regrette? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Je pense qu'elle regrette la situation, mais pas ses choix. Thérèse a hoché la tête lentement. Tu as raison. Juillet est arrivé. Thérèse devait prendre les enfants pour 2 semaines. Les vacances d'été. Maman, je peux les emmener ici? Bien sûr. C'est leur maison aussi maintenant. Tu es sûre? Ça va faire du bruit, du désordre. Thérèse, ce sont mes petits-enfants. Ils sont les bienvenus. Il m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Le 15 juillet, Thérèse est partie chercher Léonie et Aurélien à Nantes. Il est revenu le soir même. Quand la voiture s'est garée devant la maison, je suis sortie sur le perron. Léonie est descendue la première. Elle avait grandi. Elle avait 7 ans maintenant. Des nattes blondes, un sourire timide. « Bonjour », a-t-elle dit doucement. « Bonjour, ma chérie. » Aurélien se cachait derrière son père. Il avait 4 ans, des grands yeux bruns. « Viens, Aurélien. C'est mamie », a dit Thérèse. « Mamie ». Le mot a résonné dans mon cœur comme une cloche. Les premiers jours ont été étranges. Léonie me regardait avec méfiance, comme si elle ne savait pas si elle pouvait me faire confiance. Aurélien ne parlait presque pas. Il restait collé à son père. Mais j'ai été patiente. Je leur ai préparé leurs plats préférés. Des crêpes, des pâtes à la tomate, des gâteaux au chocolat. Je leur ai lu des histoires le soir. Je les ai emmenés au parc, à la piscine municipale, au zoo. Et lentement, très lentement, la glace a fondu. Un après-midi, on était dans le jardin. Les enfants jouaient avec l'arrosoir. Léonie s'est approchée de moi. « Mamie? »« Oui, ma chérie. Pourquoi on ne venait jamais te voir avant ?» Mon cœur s'est serré. Parce que vous habitiez loin. Et que maman et papa étaient très occupés. Elle a réfléchi. Mais maintenant, on habite toujours loin, et on vient quand même. C'est vrai. Alors, c'était pas à cause de la distance, hein? J'ai regardé cette petite fille de 7 ans. Et j'ai vu qu'elle comprenait déjà tant de choses. Non, ma chérie, ce n'était pas à cause de la distance. Maman dit que tu n'aimais pas venir nous voir. Les mots sont entrés dans ma poitrine comme des lames. Ce n'est pas vrai, Léonie. J'ai toujours voulu vous voir. Toujours. Elle m'a regardée avec ses grands yeux clairs. Alors, pourquoi maman dit ça? Parce que j'ai cherché les mots justes. Parce que les adultes se trompent parfois. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont mal. Léonie a hoché la tête. Maman a mal? Oui, je pense que maman a mal. À cause de papa? À cause de beaucoup de choses. Léonie s'est assise à côté de moi. Mamie? Oui, je suis contente d'être ici. J'ai senti les larmes monter. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Le dernier soir avant qu'ils ne repartent, on a dîné tous ensemble sur la terrasse. Thérèse avait fait griller des merguez. Les enfants mangèrent des frites avec les doigts. Léonie racontait ses histoires d'école. Aurélien riait en écoutant sa sœur. Et moi, je les regardais. Ma famille. Enfin réunie. Pas comme avant. Pas comme je l'avais rêvé. Mais réunie quand même. Après le dîner, Thérèse a mis les enfants au lit. Puis il est redescendu. On s'est assis dans le salon. « Maman, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. » Léonie m'a posé des questions. Sur pourquoi on ne te voyait pas avant. Elle m'en a posé aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Adaptée à son âge. Il a hoché la tête. Elle est intelligente. Elle comprend déjà beaucoup de choses. Oui, il a marqué une pause. Maman, tu sais ce qu'elle m'a dit avant de s'endormir? Non. Elle m'a dit, papa, c'est bien d'avoir une mamie. Tous mes copains ont une mamie. Maintenant, moi aussi. Les larmes ont coulé sur mes joues. Et tu sais ce que ça m'a fait réaliser? Quoi? Que j'ai privé mes enfants d'une grand-mère pendant 7 ans. Que j'ai gâché 7 ans de souvenirs qu'ils auraient pu avoir avec toi. Il pleurait maintenant. Et ça, maman, je ne me le pardonnerai jamais. Je me suis approchée. J'ai pris ses mains. Thérèse, écoute-moi bien. Oui, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas rattraper ces 7 années. Je sais. Mais on peut construire l'avenir. Et c'est ce qu'on fait maintenant.
Il a serré mes mains. Comment tu fais pour me pardonner? Parce que tu as changé, parce que tu as compris, et parce que tu es mon fils. Où est arrivé? Un matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le message. Théomira, c'est Maëlys. Mon cœur s'est accéléré. J'ai continué à lire. Je sais que nous ne nous sommes pas bien entendus. Je sais que j'ai été difficile. Les enfants m'ont beaucoup parlé de vous, de leurs vacances chez vous. Ils étaient heureux. Merci de vous occuper d'eux. J'ai relu le message 3 fois. Ce n'était moi pas des excuses, pas vraiment, mais c'était une reconnaissance. J'ai répondu simplement « Merci pour votre message. Les enfants sont merveilleux. Ils seront toujours les bienvenus chez moi. » Je n'ai pas ajouté autre chose. Pas de reproches, pas de rancune, juste la vérité. Quelques jours plus tard, Théris m'a montré un message de Maëlys. Elle lui demandait si je pouvais prendre les enfants une semaine en août. Elle a besoin de se reposer, a expliqué Théris. Son travail l'épuise, et ses parents ne peuvent plus l'aider autant. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as le droit de dire non, après tout ce qu'elle t'a fait. J'ai réfléchi. Dis-lui que j'accepte. Maman, tu es sûre? Oui, parce que ce n'est pas pour elle. C'est pour Léonie et Aurélien. Cette semaine-là, j'ai eu mes petits-enfants pour moi toute seule. On a fait des gâteaux ensemble, on a peint des aquarelles, on a regardé des films. Un soir, Léonie m'a demandé « Mamie, tu étais triste avant ?»« Avant quoi, ma chérie ?»« Avant qu'on vienne te voir. » J'ai hésité. « Oui, j'étais triste. »« Parce que tu nous manquais ?»« Oui, vous me manquiez beaucoup. » Elle a réfléchi. « Maintenant, tu es contente ?»« Oui, ma chérie. Maintenant, je suis très contente. » Elle m'a serrée dans ses bras. Moi aussi, je suis contente. Septembre est arrivé. L'automne. Un dimanche après-midi, Théris et moi étions assis sur la terrasse. Les pivoines étaient fanées. Mais elles reviendraient au printemps. Comme toujours. « Maman ? Oui ? J'ai trouvé un appartement. » Mon cœur s'est serré. « Ah, c'est à 10 minutes d'ici. 2 chambres. Pour que les enfants puissent venir. C'est bien ? Je déménage le mois prochain. » J'ai hoché la tête. « Tu es prêt ? » « Oui, grâce à toi. » Il m'a regardé. « Maman, je ne sais pas comment te remercier. Pour tout. Pour m'avoir accueilli. Pour m'avoir supporté. Pour m'avoir aidé à devenir un meilleur homme. Tu n'as pas besoin de me remercier. » Si. Il a pris ma main. « Tu sais ce que j'ai appris cette année ? » « Quoi ? Que l'amour d'une mère n'est pas conditionnel. Tu aurais pu me rejeter. Tu aurais pu me faire payer. Mais tu ne l'as pas fait ? Non, parce que je t'aime. Et moi, je t'ai fait du mal. Oui. Mais tu m'as pardonné ? Oui. Pourquoi ? J'ai souri. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de continuer à aimer malgré la douleur. Théris a déménagé fin septembre. Le jour du déménagement, je l'ai aidé à porter ses cartons. Quand tout a été installé, il m'a raccompagné à ma voiture. « Maman ? Oui ? Tu viendras dîner chez moi ? Ce dimanche ? Avec plaisir. Et tous les dimanches, si tu veux. » J'ai senti les larmes monter. Tous les dimanches, c'est parfait. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. La maison était vide, mais elle n'était plus silencieuse, parce que maintenant, elle était remplie de souvenirs. Les rires de Léonie et Aurélien dans le jardin, les conversations profondes avec Théris dans le salon, les dîners partagés sur la terrasse. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai regardé les photos sur le mur. Théris enfant, Théris adulte, Théris avec ses enfants. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'était pas venue par vengeance. Elle était venue par l'équilibre naturel des choses. Maëlys avait tout voulu contrôler. Elle s'était retrouvée seule, épuisée, sans le soutien qu'elle avait rejeté. Théris avait choisi l'orgueil et l'ingratitude. Il avait perdu sa famille, sa maison, ses illusions. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la conscience. Et moi, j'avais choisi la dignité, la patience, le pardon. Et j'avais gagné la paix. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. J'ai sorti la lettre, celle que j'avais écrite le soir de Noël. Je l'ai relue, chaque mot, chaque phrase. Et j'ai réalisé que cette lettre n'avait pas été une arme. Elle avait été une libération. J'ai pris une allumette, je l'ai craquée. J'ai approché la flamme du papier. La lettre a brûlé lentement. Les mots ont disparu dans les flammes, parce que je n'en avais plus besoin. Parce que la douleur était partie, parce que j'avais retrouvé ce que j'avais perdu. Pas mon fils tel qu'il était, mais mon fils tel qu'il aurait toujours dû être. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Maëlys m'avait traité de folle,
Des années plus tard, je l'ai imaginée seule dans son appartement à Nantes, épuisée, regardant ses enfants dormir et se demandant où tout avait dérapé. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Nous sommes maintenant en décembre 2024, exactement 1 an après ce message cruel que Thérèse m'avait envoyé. 1 an après ce Noël que j'avais passé seule, à pleurer dans mon assiette. 1 an après avoir écrit cette lettre qui a tout changé. Ce matin, je me suis réveillée différemment. Pas avec cette lourdeur dans la poitrine que j'avais portée pendant des années. Pas avec cette question qui tournait en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non. Ce matin, je me suis réveillée avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Je suis descendue préparer le petit déjeuner. Thérèse arrive à 10 heures, avec Léonie et Aurélien. On passe Noël ensemble cette année. Ici, dans cette maison, comme avant, mais différemment. Pendant que le café passait, j'ai regardé par la fenêtre. Il neigeait, comme l'année dernière. Mais cette fois, la neige ne me faisait pas peur. Cette fois, elle était belle. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Léonie s'est jetée dans mes bras. « Mamie, mamie, on est là !» Aurélien me serrait la jambe. « Mamie, regarde, il neige !» Thérèse était derrière eux, les bras chargés de cadeaux. « Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. » Il m'a embrassé, sur les 2 joues, puis il m'a serré dans ses bras. « Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël. » On a passé la matinée à décorer le sapin. Léonie accrochait les boules avec application. Aurélien mettait les guirlandes n'importe comment. Thérèse avait mis de la musique, des chants de Noël. Et moi, je les regardais. Ma famille, enfin réunie. Pas parfaite, mais réelle. Vers midi, on s'est installé à table. J'avais préparé le repas que Thérèse aimait enfant. Dinde rôtie au thym, gratin dauphinois, haricots verts au beurre. La table était mise avec soin. La nappe brodée de ma mère, les assiettes en porcelaine, les verres en cristal. Tout ce que j'avais sorti l'année dernière pour un dîner solitaire. Mais cette fois, la table était pleine. Avant de commencer, Thérèse a levé son verre. Je voudrais porter un toast. Tout le monde a levé son verre. Même Aurélien avec son jus de pomme. À mamie. Léonie a répété « À mamie !» À la femme la plus forte que je connaisse, a continué Thérèse. À celle qui m'a donné la vie, qui m'a élevée seule après la mort de papa, qui m'a tout donné, et que j'ai failli perdre par ma stupidité. Sa voix tremblait. À celle qui m'a appris que le pardon existe, que la dignité vaut plus que l'orgueil, et que l'amour d'une mère est la chose la plus précieuse au monde. Les larmes coulaient sur ses joues. Maman, je t'aime, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. J'ai essuyé mes propres larmes. Je t'aime aussi, mon chéri. On a trinqué, tous ensemble, et dans ce tintement de verre, j'ai entendu la guérison. Après le repas, on a ouvert les cadeaux. Léonie a déballé une poupée que je lui avais tricotée. Elle l'a serrée contre son cœur. « Elle est trop belle, mamie. Je vais l'appeler Théomira, comme toi. » Mon cœur a explosé de joie. Aurélien a reçu une petite voiture rouge, comme celle que Thérèse avait quand il était petit. « Vroom, vroom !» criait-il en la faisant rouler sur le parquet. Exactement comme son père 33 ans plus tôt. Puis Thérèse m'a tendu un paquet. « C'est pour toi, maman. » J'ai ouvert le papier cadeau. C'était un cadre. À l'intérieur, une photo de nous tous, prise l'été dernier dans le jardin. Thérèse, moi, Léonie et Aurélien, tous souriants. En dessous de la photo, une phrase gravée. Une famille se construit avec le cœur, pas avec le sang. Merci de nous avoir appris cela. J'ai regardé la photo longtemps. Cette photo que je n'aurais jamais cru possible, 1 an plus tôt. L'après-midi, on a regardé un film. Les enfants se sont endormis sur le canapé. Thérèse et moi, on est sortis sur la terrasse. Il faisait froid, mais on avait nos manteaux. On est restés silencieux un moment, à regarder la neige tomber. Puis Thérèse a parlé. « Maman, tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne? » Oui, tu avais raison. Que veux-tu dire? Il a pris une grande inspiration. J'ai des nouvelles de Maëlys. Mon cœur s'est serré. Elle va bien? Physiquement, oui, mais il a hésité. Elle est seule, vraiment seule. Elle travaille tout le temps. Elle n'a pas d'amis, pas de vie sociale. Ses parents sont trop âgés pour vraiment l'aider. Et les enfants? Quoi, les enfants? Ils lui en veulent, Léonie surtout. Elle lui a demandé pourquoi elle nous avait empêchés de te voir pendant tant d'années. Qu'est-ce que Maëlys a répondu? Elle n'a rien répondu. Elle a changé de sujet. Il a marqué une pause.
Tu sais ce que Léonie m'a dit ensuite? Non. Elle m'a dit, maman ment tout le temps. Elle dit que c'était toi qui ne voulais pas nous voir. Mais c'est pas vrai. Mamie nous a montré. Elle nous aime. Les larmes ont coulé sur mes joues. Ces enfants sont intelligents. Oui, et ils voient clair maintenant. Thérisse a regardé ses mains. Maëlys m'a appelé la semaine dernière. Elle pleurait. Pourquoi? Parce que Léonie lui a dit qu'elle voulait venir vivre avec moi, qu'elle préférait être avec son père et sa mamie. Mon cœur s'est arrêté. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Léonie a besoin de sa mère. Même si sa mère n'est pas parfaite, même si elle a fait des erreurs. Il m'a regardé. Tu m'as appris ça, maman. Tu m'as appris qu'on ne rejette pas les gens, qu'on les aide à devenir meilleurs. J'ai pris sa main. Tu as bien fait. Mais tu sais ce qui est étrange? Quoi? Maëlys m'a demandé si tu accepterais de prendre les enfants plus souvent. Elle te l'a demandé? Oui. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle n'en pouvait plus, et que... Il a hésité. Et que les enfants sont heureux avec toi. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je pensais à toutes ces années où Maëlys m'avait rejeté, à toutes ces humiliations, à toutes ces portes fermées. Et maintenant, elle me demandait de l'aide. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Thérisse. Je pense qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Oui, mais je pense aussi que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs de leurs parents. Thérisse m'a regardé, surpris. Tu veux dire que... Dis à Maëlys que j'accepte, que je prendrai les enfants aussi souvent que nécessaire. Maman, tu es sûre? Après tout ce qu'elle t'a fait? Oui, parce que ce n'est pas pour elle. C'est pour Léonie et Aurélien. Il m'a serré dans ses bras. Comment tu fais pour être si... bonne? Je ne suis pas bonne, Thérisse. Je suis juste en paix. On est rentré à l'intérieur. Les enfants dormaient toujours. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai regardé ce salon où j'avais pleuré tant de fois. Ce salon où j'avais écrit cette lettre un soir de Noël. Ce salon où Thérisse avait lu cette lettre et où tout avait changé. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas venue par vengeance. Elle est venue par la vérité, par le courage de dire non, par le courage de poser des limites, par le courage de se respecter. Maëlys avait tout voulu contrôler. Elle avait tout perdu. Son mari, sa maison, son statut, sa tranquillité. Elle vivait maintenant ce que j'avais vécu. L'épuisement, la solitude, le poids d'être seule avec des enfants. Mais la différence, c'est qu'elle n'avait personne vers qui se tourner, parce qu'elle avait rejeté tous ceux qui voulaient l'aider. Thérisse, lui, avait perdu beaucoup, mais il avait gagné l'essentiel, la conscience, l'humilité, la gratitude. Il était devenu l'homme que son père aurait voulu qu'il soit. Et moi, j'avais gagné la paix. Pas la paix de ceux qui n'ont jamais souffert, mais la paix de ceux qui ont traversé la tempête et qui ont survécu. Ce soir-là, après que Thérisse et les enfants soient partis, je me suis assise à ma table. J'ai pris un stylo, une feuille de papier, et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre de douleur cette fois, une lettre de sagesse. À toutes les femmes qui m'écoutent, je m'appelle Théomira. J'ai 63 ans, et voici ce que la vie m'a appris. Si un jour, quelqu'un vous rejette, vous humilie, vous fait sentir que vous êtes trop présente, trop aimante, trop encombrante, sachez ceci, ce n'est pas vous le problème, c'est leur incapacité à recevoir l'amour. Si un jour, votre enfant vous dit qu'il a honte de vous, ne vous effondrez pas. Respirez, pleurez si vous devez pleurer, mais ne vous perdez pas, parce que la honte qu'il ressent ne vient pas de vous. Elle vient de ce qu'on lui a mis dans la tête. Et un jour, quand la vie le frappera, et elle le frappera, car la vie n'épargne personne, il reviendra. Il reviendra parce qu'il comprendra. Et quand il reviendra, vous aurez un choix à faire. Le rejeter à votre tour? Non. Le pardonner immédiatement sans condition? Non plus. Le bon choix, c'est celui du milieu. Ouvrez votre porte, mais posez vos limites. Aidez, mais exigez le respect. Pardonnez. Mais ne laissez plus personne piétiner votre dignité. La justice viendra, pas par vous, mais par la vie elle-même. Ceux qui sèment l'orgueil récolteront la solitude. Ceux qui sèment l'ingratitude récolteront la perte. Ceux qui sèment le mépris récolteront l'abandon. C'est la loi de l'univers. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous avez juste besoin de vous respecter. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. L'amour d'une mère est la chose la plus puissante au monde. Pas parce qu'il est aveugle, mais parce qu'il est conscient. Il sait pardonner,
mais il sait aussi dire non. Il sait donner, mais il sait aussi recevoir. Il sait aimer, mais il sait aussi se protéger. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se lever, à se respecter, alors tout cela aura eu un sens. Alors toutes ces larmes n'auront pas été vaines. Alors toute cette douleur sera devenue sagesse. Prenez soin de vous, aimez-vous, et n'oubliez jamais que vous méritez le respect. Toujours. Avec toute mon affection, Théomira. J'ai posé le stylo, j'ai relu cette lettre, et j'ai souri. Dehors, la neige continuait de tomber. Mais dans mon cœur, c'était le printemps, parce que j'avais survécu, parce que j'avais appris, parce que j'avais choisi la dignité plutôt que la vengeance, et parce que j'avais compris la plus grande leçon de toutes. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer, on ne peut pas forcer les gens à nous respecter. Mais on peut se forcer soi-même à ne plus accepter le mépris, et c'est là que commence la vraie liberté. J'ai regardé les pivoines sécher dans le vase, elles reviendraient au printemps, comme toujours. Parce que les pivoines ne mentent jamais. Elles fleurissent, elles fanent, mais elles reviennent toujours, comme l'amour d'une mère, comme la justice de la vie, comme l'espoir. Et moi, Théomira Rochebonne, 63 ans, je suis là, debout, en paix, libre. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une vie. Abonnez-vous pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.